Bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions d'être présents à la rencontre d'aujourd'hui, organisée par l'association Maliyenga. La journée d'aujourd'hui, c'est surtout mobiliser les populations de la commune de Morpa et environ, ainsi que toute la communauté malienne de France et les amis du Mali, pour apporter un soutien au peuple malien qui souffre depuis plusieurs mois suite aux attaques et aux questions sécuritaires. Donc nous allons donner la parole dans un premier temps à Madame Aïssata Maïga, qui va vous faire la présentation de son association Maliyenga, qui est l'initiatrice de la journée. Merci. Monsieur le consul général du Mali, Monsieur le député Jean-Philippe Mallet, Monsieur le conseiller général, Messieurs les élus, chers invités, permettez-moi d'abord de remercier la ville de Morpa pour sa contribution à l'organisation de cette rencontre pour la paix et le développement au Mali. Je salue particulièrement deux personnalités qui n'ont pu se joindre à nous ce soir, le maire de Morpa, Georges Moujo, et Madame Cissé Astan Traoré, qui nous transmet ses amitiés. Je voudrais aussi remercier tous les Français, amis du Mali, ici présents, qui ont fait le déplacement pour partager avec nous ce moment de fraternité. Je voudrais aussi remercier les Soninké, Bambara, Kasonké, Bobo, Mianka, Senoufo, Bozo, Tamashek, Peul, Sonraï, mais avant tout, Maliens. Maliens de Montreuil, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-de-Marne, Maliens de France, réunis ici dans la salle, comme nous l'avons été à Montreuil le 10 avril, comme nous l'avons été à Meaux, comme nous le sommes aujourd'hui au Bourget, à Bobigny et à Morpa, à Bismillah, à Onibalmaya. L'association que j'ai l'honneur de représenter voudrait participer modestement au rayonnement de notre bien commun le plus précieux, à savoir le Mali. Ce rayonnement, qui se traduit par le mot Yanga en Bambara, est une mission que chaque Malien s'assigne, quel que soit son rang, avec les moyens qui sont les siens, et ce, depuis des siècles. Les pas de géant que Kankou Moussa nous a laissés sont encore perceptibles dans les villes qui jonchent ce parcours qu'il a fait pour porter le nom du Mali jusqu'à la Mecque. Des Maliens moins illustres continuent cet effort en sillonnant les 5 continents. Maliens d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie, l'équilibre social de notre pays, construit à travers des siècles, est aujourd'hui menacé. J'en suis inquiète et je voudrais que mes frères et sœurs ici présents me rassurent. Qu'ils me rassurent sur notre capacité à maintenir et bien conduire la barque que nous ont laissée nos ancêtres. Qu'ils me rassurent sur notre capacité à dépasser les terribles douleurs que nous avons eues tous dans nos cœurs pour nous tourner résolument vers l'avenir, l'unique avenir possible, construire le Mali de demain dans l'unité et la solidarité. Quel beau défi que d'écrire cette nouvelle page de la longue histoire de notre pays. Quelle place notre génération voudrait occuper sur cette longue chaîne qu'est l'histoire d'une nation. Cette histoire qui nous jugera tous. Comment transformer les rancœurs et mobiliser les énergies, les forces, les richesses et les amitiés, comme celle de la France pour relever le Mali? Comment profiter de la conjonction de facteurs favorables au décollage de nos pays, qui se caractérisent par la jeunesse de leur population et un formidable potentiel économique? À ces interrogations que nous nous formulons tous ici, chacun à sa façon, l'association Maliyenga a voulu apporter sa pierre à la réflexion en organisant cette conférence. Elle salue la qualité et la disponibilité des intervenants ici présents qui ont bien voulu répondre à notre sollicitation et qui sont tous des fins connaisseurs du Mali. Chers invités, j'ose espérer qu'à travers cette soirée de découverte pour certains, de rappel pour d'autres, où le Nord Mali est mis en scène à travers son histoire, sa culture, notamment sa musique, et ses traditions culinaires, que nous rentrions tous en nous disant que la solution est à chacun de nous et qu'ensemble, nous nous relèverons. Je vous remercie. Merci Madame Aïssata Maïga Pégué pour cette intervention. Nous allons continuer avec les mots de bienvenue
du consul général du Mali en France, M. Mangal Traoré. Vous avez la parole. Bien, bonsoir, monsieur le député, monsieur le conseiller général, messieurs les experts, et mesdames et messieurs. Mon intervention n'était vraiment pas prévue au programme, donc j'ai été pris un peu au dépourvu. Mais néanmoins, je voudrais quand même remercier la ville de Morpa et l'association Mali Yanga pour cette heureuse initiative qui nous va nous droit au cœur en tant qu'autorité diplomatique et consulaire du Mali en France ici. Et au-delà de toute autre considération, je serais personnellement venu parce que je suis natif de la ville de Mopti et qui entretient des rapports particuliers avec la ville de Morpa. Donc au-delà de tout, bien que pour ça je serais venu assister à cette activité et qui traduit tout l'engagement, la solidarité, le soutien des autorités françaises, du peuple français vis-à-vis de notre pays qui était pratiquement au bord du précipice, mais qui aujourd'hui est en train de, comme je l'ai dit récemment à Meaux, lentement mais sûrement de sortir du tunnel. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont pris sur eux, sur leur temps, de faire ce déplacement pour se joindre aux éminents experts qui sont là aujourd'hui pour vous parler du Mali. Et merci pour tout. Merci, M. Traoré. Donc, nous allons commencer la conférence. Nous avons autour de la table 6 personnes. Chacun d'entre eux aura une intervention de 10 minutes et après, ils vont échanger avec la salle. Donc, nous avons M. Sega Doucouré, qui est le représentant du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur au niveau du Conseil économique et social du Mali. Le deuxième intervenant sera M. André Bourgeot, qui est anthropologue, qui est un très grand connaisseur du Mali. Et après, au troisième niveau, nous avons M. Moussa Doucouré, qui est le président de l'Amicale des Maliens de Montreuil, une association initiatrice de la journée de la coopération et du développement qui a été organisée le 10 avril dernier à Montreuil. Après, il y aura l'intervention de M. Jacques Pégué, qui est le président de l'ONG Action Mopti. C'est une ONG qui intervient dans la région de Mopti depuis 25 ans. Et enfin, nous avons M. Philippe Higo, qui est professeur agrégé, qui va intervenir sur les questions économiques. Alors, c'est le tour de M. André Bourgeot, qui va nous parler de la démocratie et enjeux de cohésion sociale dans le nord du Mali. Comment reconstruire l'équilibre social entre les ethnies constitutives du nord du Mali? Bien, je voudrais d'abord remercier la présence du consul général du Mali qui nous fait l'honneur d'assister à cette conférence. Remercier également Aïssata Maïga Pégué et Jackie, puisque c'est par leur intermédiaire qu'on m'a demandé de prononcer cet exposé. Et bien sûr, merci à vous d'être venus écouter, peut-être même entendre les propos que nous allons tenir, en tout cas que je vais tenir. On me dit que je dois parler de la démographie et enjeux de cohésion sociale dans le Nord Mali. Ce que je retiens dans cet intitulé, c'est le terme cohésion sociale qui est écrit en gras et souligné. Donc je vais parler de la cohésion sociale dans un contexte bien particulier qui est celui de l'opération Serval, dont je dirai quelques mots, et aussi que je situerai dans le contexte du septentrion malien. La première chose que je voudrais souligner, c'est que je ne doute pas du fait que si vous écoutez beaucoup la radio et la télévision, vous pensez que dans le nord du Mali, il y a essentiellement des Touaregs. Puisqu'on me dit que je dois parler de démographie, je crois qu'il faut absolument se départir de cette image, parce que quand on parle du nord du Mali, on parle soit des djihadistes, soit des Touaregs, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de Songhai, il n'y a pas de Maures, il n'y a pas de Peuls, il n'y a pas d'Arabes, il n'y a pas de Bambara, etc. C'est uniquement des Touaregs. Ça participe aussi de la propagande, puisque je crois que le terme n'est pas trop fort. Donc il m'appartient de rétablir un petit peu les choses en mentionnant encore une fois que le septentrion malien est habité par des groupes ethniques multiples, je viens de les citer, et en termes de démographie, cette fois-ci, mais ce ne sont que des indicateurs, puisque
Heureusement, il n'y a pas de recensement démographique à caractère ethnique, puisque le recensement démographique se fait sur des critères républicains. Donc, ce ne sont que des indicateurs. La majorité, quand même, de ces populations, c'est des populations sédentaires, incarnées par les Songhai, et bien sûr des sociétés de pasteurs nomades, incarnées par les Maures, les Arabes, et puis aussi les Touaregs. J'arrive dans le vif du sujet puisqu'il n'y a que 10 minutes, donc je m'appuierai sur des faits contextualisés et ensuite je donnerai mon point de vue sur qu'est-ce que peut être la cohésion sociale dans ces circonstances-là. Je rappelle que l'opération Serval, tout le monde sait ce qu'est Serval. Serval est un petit félin avec de grandes oreilles d'âne dont la caractéristique est d'uriner, je crois, 31 fois ou 36 fois toutes les 11 heures. Alors je ne sais pas si c'est la symbolique de la manière de marquer le territoire par l'opération Serval, mais en tout cas c'est intéressant de mentionner cet aspect. L'objectif de cette opération Serval était d'éradiquer le terrorisme et de procéder à la restauration de l'intégrité territoriale. Deux objectifs déclarés. J'observe que le premier objectif qui consiste à éradiquer le terrorisme, moi c'est un terme que je n'utilise pas parce qu'il recèle de telles ambiguïtés historiques qu'on peut y mettre un peu tout dedans, mais en revanche je parlerai de groupes armés narco-djihadistes. Ça présente l'avantage de dire qu'ils sont armés et l'autre avantage présente le fait qu'ils combinent à la fois des activités de narcotrafiquants avec des objectifs d'instauration de la charia à travers le djihadisme. J'observe que sur les 3 villes à reconquérir, actuellement, les villes de Tombouctou et de Gao ont été reconquises, mais pas d'une manière définitive, parce qu'il y a quand même une opposition très forte de la part des groupes armés djihadistes, et plus particulièrement du Mujao, et que, dans ces circonstances-là, il y a un cas particulier qui apparaît et que je vais traiter maintenant en relation avec la cohésion sociale, qui est le cas de Kidal. Kidal, vous savez que Kidal, j'aurais peut-être dû dire avant que le mouvement national de libération de l'Azawad a été aux objectifs laïques et indépendantistes, a été un des acteurs importants en alliance, en connivence ou en coopération, qu'apporte le terme, avec les groupes armés de la nébuleuse djihadiste pour conquérir les villes que je viens de citer et l'espace généré par ces villes, et qu'à l'issue de ça, il y a eu une convention qui a été signée avec les groupes armés, convention qui n'a duré que 3 ou 4 jours, et ensuite dissension, ils ont repris donc leurs objectifs laïques. Le mouvement national de libération de l'Azawad, faut-il le rappeler si vous ne le savez pas, est un mouvement autoproclamé. C'est important de le souligner. Il ne représente pas l'ensemble des sociétés touaregs qui sont extrêmement diversifiées et que, a fortiori, il est loin de représenter l'ensemble des populations du septentrion malien. En conséquence de quoi, il ne représente effectivement que lui-même. C'est dans ce contexte-là que circule une pétition initiée par des Touaregs qui condamne, vous pouvez y accéder sur le net, si vous n'avez pas le lien, je peux vous l'envoyer, circule une pétition initiée par les Touaregs qui dénonce, condamne les objectifs du MNLA et les méthodes utilisées par celui-ci. Donc pour moi, je me pose un problème. Pourquoi Kidal, qui a déclaré lorsque l'opération Serval est intervenue, qu'il n'y aurait pas de militaires maliens ni de militaires de la CEDEAO qui fouleraient le sol de l'Adar et le sol de Kidal. C'est quand même quelque chose qui fait probablement un peu froid dans le dos. Au nom de quoi? Au nom de quelle valeur? Et au nom de quelle représentativité populaire ou ethnique on peut affirmer qu'aucun soldat de la CEDEAO et de l'armée malienne n'irait à Kidal? C'est dans ce contexte-là que, implicitement, je dis bien implicitement, mais enfin quand même l'implicite a une signification, que la présence militaire française et la présence de militaires tchadiens, je crois quelque chose comme 2000, sont les seuls à être dans cette région. Peut-être pas à l'intérieur de Kidal, mais pour les troupes françaises, elles sont stationnées dans l'aéroport qui est proche de Kidal, et que pour les troupes tchadiennes, certains éléments soldats tchadiens sont à l'intérieur de Kidal. Donc, est-ce que ça ne remet pas en cause les potentialités de cohésion sociale? En tout cas, ça remet en cause l'objectif qui était d'éradiquer le terrorisme,
peut-être qu'à l'exception de Kidal. Mais je me pose la question suivante, pourquoi c'est un cas particulier? Si c'est un cas particulier, je dis, mais attention, on introduit une dimension ethnique dans les possibilités de résolution des conflits et des possibilités de sortie de crise. Or, on n'est pas sans savoir, et les autorités politiques françaises et maliennes savent très bien que l'immense majorité du peuple malien considère que la situation qui prévaut actuellement au Mali, avec ces processus d'implosion de l'intérieur, mais aussi avec des interventions de l'extérieur, et là je fais référence aux conséquences de l'intervention militaire franco-britannique, puis celle de l'OTAN en Libye, fait en sorte que, à tort ou à raison, je ne me prononce pas là-dessus, mais en tout cas au niveau du ressenti, au niveau de la représentation, ils considèrent que le MNLA a une immense responsabilité dans la situation actuelle du Mali. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, d'autant que ça prend aussi des aspects à coloration phénotypique, voire donc à connotation raciale. Et cette dimension-là, je crois qu'il ne faut pas du tout l'éliminer, compte tenu du fait que les rapports sociaux qui régissent les sociétés touareg sont aussi fondés sur des rapports phénotypiques, puisque, à l'instar de beaucoup d'autres sociétés touareg, existe un esclavage de type domestique, dont la caractéristique dans ces sociétés de pasteurs nomades touareg, arabes et morts est que les esclaves, à la différence des autres sociétés subsahariennes, sont de phénotype noir. Et l'une des caractéristiques de cet esclavage domestique, c'est que l'esclave n'a pas d'existence sociale, donc il ne peut pas accéder aux politiques. C'est un élément à prendre en considération parce que ça exprime bien aussi la représentation du politique et les possibilités d'accéder au pouvoir. Donc dans ces circonstances-là, je maintiens que ça ne peut que fissurer une cohésion sociale qui est quand même réclamée par les autres populations du septentrion malien, ainsi que par le Mali, le peuple malien dans sa totalité. Alors la question que je me pose, quels seraient les intérêts à introduire une dimension ethnique dans les possibilités de résolution des conflits, et est-ce que la dimension ethnique va dans le sens de la création de la cohésion sociale? Mon voisin de droite faisait référence à la commission dialogue et réconciliation, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Est-ce qu'on peut dialoguer lorsqu'on a affaire à un groupe armé qui déclare pas question d'avoir des militaires maliens, puisque leur objectif était des objectifs indépendantistes, donc ils considèrent que l'armée malienne n'a pas, pour des raisons que je viens de souligner, n'a pas le droit d'être dans ce territoire. Il faut rappeler quand même qu'il y a eu, au niveau de la communauté internationale, mais au niveau aussi de tous les États riverains, aucun n'a reconnu l'existence de l'État de l'Azawad. Je ne vais pas dire quelque chose sur l'Azawad, peut-être ça va apparaître dans la discussion. Donc, en conséquence de quoi, je dis que ça crée les conditions de dissension et puis de rapport un peu fondé aussi sur quelque chose qui pourrait relever de la haine, parce que ça se pose aussi en ces termes, et ça exacerbe les contradictions à l'intérieur du système politique, cette fois-ci malien, parce qu'on a tendance à faire l'amalgame entre MNLA égale Touareg, ce qui est faux, et faire l'amalgame MNLA égale djihadiste, ce qui est faux. Donc la chose à dénoncer d'une manière vigoureuse et systématique, c'est le MNLA qu'on ne peut pas assimiler aux populations touareg, et bien sûr qu'on ne peut pas assimiler au djihadisme, même s'ils ont été en alliance avec ceux-ci. Donc ça pose ce problème-là, c'est que pour qu'il y ait dialogue, il faut être deux. Or, le mouvement national de libération de l'Azawad refuse de déposer les armes et persiste à dire qu'ils ne veulent pas de présence de militaires maliens sur leur territoire. Je crois avoir lu, sous réserve de vérification, que maintenant, ils accepteraient la présence des militaires de la CEDEAO. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose de très ambigu, et moi, j'ai des difficultés à comprendre cette chose-là. Je rajouterai la chose suivante, mais je crois déjà l'avoir dit, c'est que c'est quand même un mouvement très minoritaire qui ne peut pas se prévaloir d'une représentation et d'une représentativité sur l'ensemble des régions du Nord.
Donc se pose dans ces circonstances-là, parce qu'il y a eu quand même des rébellions cycliques, sauf erreur de ma part, il y en a eu 5 en l'espace depuis 1916 jusqu'à 2012, ça fait disons 70-80 ans à peu près. Donc manifestement, il y a un problème qui se pose autour de certains éléments touareg. Se pose alors le problème suivant, c'est quel type d'organisation et de gestion du politique dans ces contextes-là. Donc il y a eu un petit peu une marche arrière qui a été faite par le MNLA en disant on abandonne nos objectifs d'indépendance, mais on souhaiterait avoir une autonomie. Donc cette autonomie, elle est réclamée par qui? À ma connaissance, il n'y a que le MNLA qui la réclame, et les autres populations du septentrion malien ne vont pas du tout dans ce sens. D'une part. D'autre part, s'il y a autonomie, l'autonomie ne peut résulter que de la pratique référendaire. Par ailleurs, s'il y avait une autonomie pour les seules régions du septentrion malien, ce serait quand même quelque chose de particulier qui ne serait pas acceptable pour l'État, qu'il soit unitaire, national ou centralisateur. C'est un autre type de problème. Moi, je n'ai rien contre la conception de l'autonomie, mais ça voudrait dire qu'il faudrait réorganiser l'État-nation malien sous forme de région autonome. Quels sont les critères qui vont être utilisés pour définir ces régions autonomes? On va retomber sur ce problème de l'ancrage ethnique, ce qui serait, à mon avis, beaucoup plus malsain que la fragilité de cet État-nation malien qui est considéré comme étant fragile. Une autre hypothèse, puisque c'est quelque chose qui va un peu dans ce sens aussi, on parle de plus en plus de la création d'un État fédéral. L'État fédéral, je donne simplement mon point de vue en m'appuyant sur des exemples historiques africains et européens, l'État fédéral ne peut que renvoyer à une conception ethnique du politique, une institutionnalisation du politique dans la gestion de l'État. Si je prends par exemple l'Espagne, où la Catalogne est autonome, dans des circonstances de crise, cette autonomie se transforme très rapidement en revendication indépendantiste. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas une sorte de marche arrière pour aller plus loin le temps voulu? Si je prends maintenant l'exemple de l'organisation de l'État dans ses aspects fédéraux, tels que le Nigeria, on a vu aussi ce qui s'est passé au Nigeria avec la conception politique fédérale, avec la guerre qui a eu lieu, si j'ai bonne mémoire, il y a une trentaine d'années, et avec les problèmes que connaît actuellement le Nigeria, qui sont des problèmes qui sont quasiment généraux. Donc, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir à de nouvelles formes d'organisation et de gestion du politique. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi aux nouvelles formes de l'État? Mais dans les circonstances actuelles, j'imagine difficilement que la sécurité et le développement peuvent s'instaurer s'il n'y a pas un État fort. Sans État fort, il n'y a pas possibilité de restaurer la sécurité, l'autorité et la souveraineté de l'État. Est-ce que les conditions sont réunies pour instaurer un État fort? Il est bien évident que non, et que ce n'est pas les élections prévues pour le 31 juillet qui vont créer les conditions d'un processus d'instauration d'un État fort. Je rappelle que le 31 juillet, c'est dans quelques jours. Il me reste combien de secondes? 2 minutes. Donc je conclurai là-dessus, sur les élections à venir le 31 juillet. Le 31 juillet, il faut vous replacer dans les contextes climatiques du Malien et de l'ensemble de la zone sahélienne. C'est l'hivernage. Donc problème de l'hivernage, ça va poser des problèmes pour se déplacer, tant pour les sédentaires qui sont en pleine activité agricole que pour les pasteurs nomades qui, eux, sont particulièrement mobiles. Et l'autre aspect qui quand même interpelle, comment va-t-on pouvoir rapatrier ou faire revenir entre 400 et 500 000 Maliens, selon les statistiques de l'ONU, réfugiés et déplacés pour les faire voter. Alors donc on dit, on mettra, c'est ce que tenaient les propos de l'ambassadrice des États-Unis à Bamako, on va déplacer les urnes, on mettra les urnes dans les camps de réfugiés, on les fera voter. On se fout de qui quand on dit des choses comme ça? Excusez l'expression, on se moque de qui quand on fait des choses comme ça? Puis la troisième chose, qui est quand même importante, c'est que le peuple malien est musulman et que, sauf erreur de ma part, fin juillet, ça doit être le début du jeûne et le début du ramadan. Donc si vous conjuguez ces trois aspects, on se dit où est-ce que l'on va? Et puis peut-être en quatrième lieu, il y a le problème aussi du fichier électoral. Je ne sais pas dans quel état il est, mais à l'époque, quand il y avait renouvellement
pour les élections présidentielles avant le coup d'État du 21-22 mars 2012, il n'était pas encore à jour. Donc il y a un certain nombre de problèmes qui se posent et qui sont assez inquiétants. Parce que s'il y avait élection dans ces circonstances-là, dans quelle mesure ce serait démocratique et dans quelle mesure ce ne serait pas récupéré par certaines forces qui diraient ben, vous voyez la situation que ça a créée. Et j'en terminerai maintenant là-dessus, c'est qu'il faut, loin de là, minimiser le problème de l'islam politique et du poids et de l'influence du Haut Conseil islamique sur le politique. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est quand même quelque chose qui est important, d'autant que les circonstances actuelles permettent au shérif de Nuoro de proposer la création d'un parti politique islamique. Donc dans de telles circonstances, on dit peut-être que les islamiques peuvent remporter les élections, à l'instar de ce qui s'est passé en Tunisie et puis en Égypte. Merci de votre attention. Merci, M. André Bourgeot, anthropologue au Centre national de la recherche scientifique. Nous allons continuer avec Dr Hubert Balik, qui est professeur d'université, spécialisé dans le domaine de la santé. Il va intervenir sur les thèmes « Quelles réformes apporter à la gouvernance du système sanitaire dans le nord du Mali dans un contexte de gestion post-crise ». Vous avez 10 minutes. Merci bien. D'abord, je tiens également à saluer Monsieur le Consul général, Monsieur le député, Monsieur le Conseiller général, Monsieur Jacques et Aïssata Pégué qui ont organisé cette rencontre à laquelle je suis très heureux de participer. Si vous pouvez avancer, là, ça va être... Voilà, là, alors sur cette carte-là, si vous pouvez mettre le diaporama, là, le mettre en diaporama, ce serait mieux. Sur cette carte, vous voyez la carte du Mali. Vous voyez la carte du Mali, et j'ai tenu à indiquer la présence des hôpitaux qui se trouvent dans les régions du Nord, parce qu'une fois, j'ai été choqué d'entendre à la télévision française qu'il n'y avait rien dans le Nord en matière de santé. Donc je tiens quand même à apporter un témoignage et de montrer que dans la région de Mopti, vous les avez, les grandes structures de santé hospitalières qui se trouvent dans le nord du Mali jusqu'à la région de Kidal. Slide suivant. Donc là, j'ai tenu aussi à vous montrer la réalité malienne en quelques mots. Le Mali, reste encore aujourd'hui 2 décès sur 10 avant 5 ans, d'enfants avant 5 ans. 3000 décès maternels, l'un des grands scandales de notre époque. Il y a au Mali encore 3000 femmes qui meurent en mettant au monde un enfant. Et cette mort se fait sans qu'il y ait le moindre pleur, parce que justement, une femme qui accouche ne doit pas pleurer. Donc dans le silence de la case, mais dans le silence mondial. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait inacceptable, parce que le monde a parfaitement la capacité de régler ce problème. Une espérance de vie à 51 ans, et aussi quelque chose qui doit être connu, je crois. Les dépenses de santé du pays, c'est 300 milliards de francs CFA, donc ça correspond au chiffre que donnait tout à l'heure notre collègue. Mais ça concerne l'ensemble des dépenses de santé du pays, donc 450 millions d'euros, 30 € par personne et par an, toutes dépenses confondues, versus 2700 en France. Hein, voilà, je crois que c'est important d'avoir en tête ces données-là. Vous avez s'il vous plaît, revenez en arrière. Vous avez à droite aussi quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que les dépenses de santé, voilà, les dépenses de santé dont je vous parlais tout à l'heure, les 300 milliards, la moitié de ces dépenses, c'est les ménages qui les font. C'est les ménages. Vous voyez que l'État ne représente que 30%, les partenaires regroupés à peu près 20%, les ménages, c'est les ménages qui payent la santé. Essentiellement dans le pays. Et c'est quelque chose qui est très important parce que parfois on a l'impression que c'est uniquement l'aide internationale et que sans elle il n'y aurait rien. Et ça donne des perspectives économiques très intéressantes en matière de mutualisation de ces dépenses qui pourraient être optimisées pour l'avenir. Image suivante. Donc là j'ai voulu aussi vous montrer, regardez à gauche, l'avant-dernière ligne dans le nord du pays, donc les 3 régions de Tombouctou, Gao, Kidal. Il y a 2 hôpitaux, 13 centres de santé de référence, c'est-à-dire des hôpitaux de district, 161 centres de santé communautaires qui constituent la forme de prestations de premier niveau dans le contexte malien. Et ça représente pour les centres de santé communautaires un centre pour 8000 habitants. Et j'ai tenu à mettre les autres chiffres parce que, bon, dans la région de Caille, c'est un centre pour 10 000 habitants, etc. Alors, c'est vrai que les régions du Nord sont des régions spécifiques en matière de surface, de distance, etc. Mais je crois que c'est important aussi de savoir qu'il y a des choses qui se font dans le Nord et qu'il y a des réalités. Hein, on n'est pas dans un vide comme parfois, de ce qu'on prend parfois comme argumentation. Et vous avez en face la population par agent. Ce sont des agents de l'État qui sont consignés ici, parce qu'à côté de ça, il y a beaucoup d'agents de santé au Mali qui travaillent en dehors des rouages de l'État. Je signale qu'au Mali, il y a plus de 4000 médecins maliens.
hein, qui travaillent dans ce pays-là. L'État n'en prend qu'une partie et les autres sont en train justement de s'installer. Et donc vous avez des ratios population par habitant qui sont tout à fait comparables à celles des autres régions. Hein. Donc je crois que c'est important à le garder à l'esprit parce que malgré justement ces difficultés d'ordre géographique, il y a une puissance publique qui s'efforce d'agir. Image suivante. Alors les événements, depuis avril 2012, occupation des 3 régions du Nord et du cercle de Douenza, le retrait de l'administration, départ des réfugiés vers les pays voisins et de déplacer vers le sud du pays. Et on a assisté à un effondrement du système de santé avec des saccages de bâtiments, de pillage des équipements et des médicaments, le retrait des ressources humaines hein, qui ont quitté ces régions. Donc le système de santé s'est effondré à ce moment-là. Et fort heureusement, il faut le dire, l'arrivée immédiate des humanitaires, Médecins sans frontières, Médecins du Monde, etc., avec l'appui des bailleurs de fonds, l'Union européenne, l'UNICEF et d'autres institutions. Je tiens à dire, ce ne sont pas ces humanitaires qui sont montés, ce ne sont pas des Occidentaux, ce sont des Maliens. Parce que vous imaginez très bien qu'un Français ne peut pas monter dans les régions du Nord. Pendant cette période, il aurait vite été capturé et serait devenu un otage supplémentaire. Donc ce sont des médecins maliens qui actuellement sont les humanitaires, des médecins, des sages-femmes, des infirmières, avec parfois d'autres pays, qui sont arrivés avec les humanitaires. Je crois que c'est important de le savoir. Et on a installé à Bamako, ça c'est la méthode des Nations Unies, ce qu'on appelle des clusters, une organisation qui prend en main le destin du pays. Et je dois faire une petite parenthèse par rapport à ça, parce que je viens de faire 3 missions. Je suis rentré il y a 1 mois de Bamako, et de voir qu'on avait un petit peu, quelque part, oublié qu'il y avait un État malien qui était présent. Et j'ai été parfois un peu surpris, même parfois un peu choqué, de voir justement ces clusters qui se faisaient à côté des ministères et donner un petit strapontin à un directeur national de la santé. Ce sont des choses sur lesquelles j'aurais à revenir, parce que je ne pense pas que ce soit une bonne façon de faire. On peut le faire de façon avec efficacité, mais on doit le faire aussi dans le respect d'un État souverain qui porte le destin de son pays. Et puis, bon, il y a eu, je tiens à le signaler aussi, parce que je crois que ça montre bien cet état d'esprit, des missions organisées par le Conseil de l'Ordre qui sont montées vers le Nord, des médecins qui se sont portés volontaires pour monter vers le Nord. Ils prenaient des risques. Il y avait des femmes parmi eux, hein, des femmes médecins, des femmes infirmières, des femmes sages-femmes qui sont montées dans le Nord. Je tiens à le signaler. Image suivante. Bon, ça, c'était donc... Alors là, vous voyez simplement le départ des réfugiés et des déplacés vers l'Algérie, le Niger, le Burkina, la Mauritanie et vers le sud du Mali, à peu près 205 000 personnes qui sont... Donc, entre 400 et 500 000 personnes ont dû quitter le Nord sur une population d'1,5 million d'habitants. Image suivante. Alors, les enjeux. Quels sont les enjeux? Pour 2013 d'abord, nous sommes dans l'urgence et je crois qu'il faut travailler avec deux échéances. 2013, action immédiate. Il faut que le ministère de la Santé mette en place un comité Nord spécifique parce qu'il y a de l'urgence. Là, c'est une activité pour laquelle il faut se concentrer avec des méthodes spécifiques pour que le Nord puisse réémerger de son état léthargique. Et là, il faut travailler, alors c'est important par rapport aux ONG, sur l'élaboration d'un plan d'opération par district. Ce plan n'existe pas encore par district. Chaque district sanitaire, c'est-à-dire chaque département, doit avoir son plan d'opération élaboré avec les ONG et les autres partenaires, mais de telle sorte qu'il y ait un cadre d'État qui prenne en main les activités. La première des activités sera de faire un état des lieux. Il faut savoir exactement la situation des bâtiments, des personnels, des médicaments, etc. Et là-dessus, j'ai, au cours de mes dernières missions, insisté sur le fait que ces données devaient se retrouver sur le web. Sur Internet, il y a un site web du ministère de la Santé, de telle sorte que les ONG en France puissent suivre ce qui se passe. Je prends l'exemple d'une ONG comme Santé Mali-Rhône-Alpes, qui intervient sur 9 SESCOM. Ils travaillent. Eh bien, il faut qu'on sache que le travail a été fait, qu'on sache exactement où est-ce que les activités sont réalisées, où est-ce qu'elles ne le sont pas, avec des mécanismes de certification, pour qu'on puisse véritablement faire un travail, une gouvernance de la remise en état. La réhabilitation et la remise en fonction du système de santé, du système de soins. Donc, il faut réparer des bâtiments. Les portes ont été arrachées, des tôles, etc. Remettre des équipements, reconstituer des stocks de produits pharmaceutiques, faire remonter des ressources humaines qui vont, si on prend les mesures nécessaires, remonter sur place. Voir le problème d'eau potable, c'est l'occasion, parce qu'il y a des organisations des Nations Unies qui s'occupent de ça, parce qu'une formation sanitaire d'une maternité doit avoir de l'eau potable si on peut arriver à réaliser cela. Alors, pendant cette période 2013, il faut qu'il y ait la gratuité des soins.
Je pense que là, il faut que même les gens qui auraient les possibilités, le drame a été tel, dans le Nord, hein, je parle bien du Nord, hein, qu'il faut qu'on fasse une exercition totale de toute tarification, avec 2 étapes, une étape de fourniture d'intrants et une étape de mise en place d'un mécanisme de tiers payant, mais il faut qu'au moins jusqu'à ce que le futur plan décennal de développement démarre, il faut que la gratuité soit assurée pour que le système se remette en route, et il va falloir, par des activités spécifiques, rattraper la couverture sanitaire. Il y a des épidémies de rougeole qui commencent à apparaître, donc il faut vacciner rapidement, il faut remettre en place, on arrive à l'hivernage, redistribuer des moustiquaires, redistribuer des antipaludéens, etc., pour qu'on puisse arriver à ce qu'il y ait un progrès qui se fasse, maintenant que l'on peut remonter vers le nord, bon, bien sûr avec encore des... Mais je pense que d'ici, dans quelques mois, on aura une situation de sécurité acceptable, qui ne sera pas totale, il y aura encore des attentats très probablement, mais je pense que les choses vont avancer. Ensuite, s'il vous plaît... Alors pour 2014, alors les problèmes de santé du Nord, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit que ce sont des problèmes communs à l'ensemble du pays. Hein. J'insiste sur des points clés. Ce n'est pas une question de créer de nouveaux centres. Il y a plus de 1100 centres de santé au Mali, il y a 60 hôpitaux, etc. C'est le problème de la qualité des soins. Il faut travailler sur la qualité des soins, il faut travailler sur le management, sur la gestion des formations sanitaires pour qu'elles deviennent performantes. C'est ça la priorité. Elle est générale, elle n'est pas propre au Nord, mais il faudra travailler dans ce sens-là. Travailler sur la faiblesse, aborder les problèmes liés à la faiblesse des ressources humaines pour que les parents, que sont les agents du secteur de la santé, qui sont d'abord des parents, hein, ce sont des gens qui ont des préoccupations familiales. Il faut que ces gens soient à l'aise dans leur travail, et on a plein d'exemples qui montrent que dans ce cas-là, on peut obtenir de véritables résultats. J'ai travaillé pour ma part sur ce qu'on appelait l'installation des médecins de campagne. Contrairement à ce qui est écrit partout, des médecins maliens vont vivre dans des villages. Un médecin que j'ai installé il y a plus de 20 ans. Hein, il n'est pas fonctionnaire, hein, il vit dans les villages comme un médecin de campagne. Il aura passé toute sa vie professionnelle et il gagne sa vie. L'important, c'est qu'un certain nombre de préalables soient respectés. Alors, bien sûr, le niveau des dépenses de santé dans tout le pays est limité. Ben, c'est clair, on est dans un pays hein, dont la richesse nationale par habitant est faible et les dépenses de santé ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite. Alors, pour les régions du Nord, des spécificités. L'importance des distances, bien sûr, ça c'est une caractéristique. La faible densité de population qui est à l'origine, dans le cadre d'économie d'échelle, qui pose des problèmes, parce que les centres, un CESCOM à Bamako est beaucoup plus fréquenté qu'un CESCOM dans le Nord. À partir du moment où on a décidé de mettre en place une structure, eh bien, on va avoir une sous-fréquentation qui est acceptée, c'est un choix politique, mais il va falloir compenser financièrement le gap qui en résulte. Et puis, bien sûr, le mode de vie nomade pour une grosse partie de la population. Cette population sont dispersées, les campements sont mobiles. Il y a des stratégies spécifiques que l'on peut développer par rapport. Alors, ce qui est important pour l'avenir, c'est que le ministère de la Santé est en train d'élaborer son futur plan décennal. Le PRODES 2014, c'est 2018, qui est en cours d'élaboration. Et il faut que ce nouveau plan soit réussi. C'est le 5e plan. On a suffisamment d'expérience au Mali pour réussir ce plan et faire en sorte que pour les régions du Nord, les spécificités soient prises en compte. Image suivante, s'il vous plaît. Alors, l'enjeu 2014-2018, c'est l'élaboration de plans de développement sanitaire par district. Je me permets de le dire parce qu'il faut absolument aller à ces plans de district. Il y a 60 districts sanitaires au Mali, parce que c'est là que doit se planifier le travail des ONG. Il y a et les partenaires. Les partenaires interviennent de façon beaucoup trop isolée par rapport à la réalité, par rapport à l'administration. Et ils sont pas là. C'est pas un reproche que je fais, c'est il y a un outil qui permet de travailler ensemble, c'est la planification. On se met d'accord quand on élabore un plan et on va définir les fonctions de chacun. Qu'est-ce qui relève de telle institution, de tel acteur, qu'est-ce qui relève de l'ONG, etc. Il faut qu'on travaille sur la même partition. Il faut qu'il y ait une partition unique de travail pour que chacun joue pleinement son rôle et qu'on ait des résultats. Alors les enjeux de ce plan, ce sera d'assurer la disponibilité des soins. Pour ça, il faut réviser des cartes sanitaires. N'ayons pas l'idée qu'il faut mettre des centres de santé dans tous les villages. C'est comme si on disait qu'on va mettre des stations de métro devant toutes les maisons. Ce n'est pas possible. En matière de santé, on a un minimum. C'est le débat qu'on a en France avec les maternités, avec les hôpitaux locaux. Hein. Il y a un niveau minimum au-dessous duquel on ne peut pas descendre. Donc il faut en tenir compte. Donc il faut des cartes sanitaires. Aujourd'hui, créer un centre de santé, c'est un enjeu politique. Hein, les politiciens aiment bien inaugurer, mais il ne s'agit pas simplement de faire un dispensaire. Il faut que derrière, on ait des soins de qualité.
Donc ça, c'est un aspect important et auquel il faut accorder une certaine attention. Renforcer les centres de santé de référence pour en faire des hôpitaux de district. Ce sont de véritables hôpitaux de district. On les appelle centres de santé de référence. Aujourd'hui, on peut mettre des chirurgiens à ce niveau-là. Le Mali a la capacité de mettre des chirurgiens, peuvent mettre des gynéco-obstétriciens et bientôt des pédiatres. Ce sont des structures avec imagerie médicale, un petit laboratoire. Donc il y a tout un travail à faire dans ce sens-là. Ça, c'est pour les 5 ans à venir. Renforcer les capacités du nouvel hôpital de Sévaré. Alors il faut, ça c'est un des points. Tout à l'heure, Jacques Péguet a parlé de l'hôpital de Mopti, qu'il devrait y avoir un partenariat peut-être qui pourrait se faire. Sévaré, Mopti, Sévaré. Enfin, Sévaré est un quartier de Mopti. Et de telle sorte qu'on ait un deuxième pôle sanitaire dans le pays. Mopti est à 660 km de Bamako. On peut créer un deuxième pôle sanitaire qui permettrait justement aux 2 400 000 habitants qui vivent dans les régions du Nord, les 4 régions du Nord, de pouvoir ne pas être obligés de descendre à Bamako pour des soins spécialisés. Bon, ça, c'est un des enjeux sur lesquels on va travailler. Et j'espère qu'avec Action Mopti, on pourra faire des choses. Assurer la disponibilité des ressources humaines requises. Bon, là-dessus, il y a des décisions à prendre au niveau financier, au niveau des carrières. Soutenir la médicalisation des centres de santé communautaires. Aujourd'hui, nous pouvons, ces centres de santé, les centres de santé en milieu rural peuvent avoir des médecins maliens aujourd'hui. Et je peux vous assurer que quand on a un médecin qui peut s'occuper des familles, on a une toute autre, on change. C'est un véritable changement de paradigme au niveau du travail que l'on peut. On ne travaille plus par algorithme, on travaille sur d'autres bases. Et ça, le Mali est le seul pays qui, jusqu'à ce jour, en Afrique au sud du Sahara, a montré cette possibilité qu'il y avait, contrairement à ce qu'on dit. On dit oui, mais les médecins africains ne veulent pas aller en milieu rural. Faux. Les paysans, vous comprenez, sont pauvres. Mais les paysans, ils sont peut-être pauvres, mais ils ne sont pas sans rien. Et lorsqu'il y a la possibilité d'accéder à des soins, et je peux vous assurer, on a 20 ans de recul, qu'on arrive à être performant et à offrir une offre de soins à la disposition des populations et conforme à la réalité économique du pays. Ensuite, créer, alors ça c'est aussi un point sur lequel je me permets d'insister, c'est de créer une annexe de la faculté de médecine dans le Nord. C'est-à-dire qu'il y a une faculté de médecine à Bamako. Il serait très intéressant qu'à côté de ce nouvel hôpital de Mopti, qui vient d'être inauguré, qui a été ouvert au mois d'octobre, construit sur des financements français et belges, il y ait une annexe de la faculté de médecine, de telle sorte que les personnes du Nord puissent trouver sur place une formation, comme ça se fait dans d'autres pays. Et on aura plus de facilité à ce que ces médecins restent dans le nord du pays. Et c'est Mopti qui est la ville dans laquelle ça peut se faire. Et puis, bien sûr, consolider les grands programmes de santé publique. Autre image, s'il vous plaît. Donc, pour le financement de la santé, alors, un point qui est fondamental, il faut promouvoir le tiers payant. C'est-à-dire que si on décrète que les choses sont gratuites, il faut que quelqu'un paye. Donc, il faut travailler sur des mécanismes de tiers payants. Il y a d'abord des exemptions légales, c'est-à-dire qu'on met en place une sorte de CMU dans laquelle l'État, d'aide médicale d'État, dans lesquelles c'est l'État qui va financer la prise en charge de problèmes tels que les grossesses, accouchements, etc., des points pour le sida, la tuberculose. Mais il faut qu'il y ait une prise en compte de la réalité financière de ces questions-là. Ce n'est pas seulement des intrants qu'il faut donner, il faut gérer. Et il faut travailler sur ce problème financier. Et ensuite, le Mali est en train de mettre en place un système de protection sociale. Il a mal démarré, c'est vrai, mais ce n'est pas une raison de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut le réussir, et c'est une des réponses sur lesquelles il va falloir travailler dans les 5 ans à venir. Alors, bien sûr, des subventions d'équilibre seront nécessaires, création d'un guichet spécial pour que le financement du Nord aille bien au Nord, intensifier les programmes d'éducation et faciliter les partenariats. Ça, je crois que les partenariats hospitaliers et les partenariats de communes et les partenariats avec des ONG sont essentiels à condition qu'ils s'intègrent dans des plans locaux et que les activités qu'ils vont mener soient des activités planifiées, discutées, négociées pour que la dynamique puisse se faire. Voilà, il y a juste une dernière slide, si vous permettez, dernière image. Voilà, donc au niveau des enjeux par rapport aux régions du Nord, je m'arrêterai là. Par rapport aux spécificités du Nord, on a besoin de monter des équipes mobiles, c'est une nécessité. Dans le Nord, avec des cliniques temporaires, je défends de façon très très claire, pour des raisons que je ne vais pas les développer ici, l'accouchement en maternité. Il faut que les accouchements se fassent en maternité, particulièrement dans le Nord. Une femme qui saigne, c'est le quart des décès maternels, c'est des hémorragies. Une femme qui saigne dans son campement ou dans sa case loin elle va mourir.
Pareil si c'est une épidémie. Donc là, il y a des décisions à prendre. Alors, souvent, il y a beaucoup d'atténuements sur cette question-là. Je crois qu'il faut être assez clair. C'est mon point de vue, personnellement. Travailler avec les enseignants. Chaque école doit être un lieu impliqué dans l'action sanitaire pour assurer l'éducation. Il n'y a pas que les enfants, il y a également les parents. Chaque école doit être également un pôle de santé. Et puis les médias. Un gros travail à faire au niveau médiatique. La radio, bien sûr, avec les radios communautaires, la télévision qui couvre une grosse partie du territoire national, et savoir utiliser les nouvelles technologies. Alors on me dit, oui, mais l'Afrique, vous comprenez, si, l'Afrique est là-dedans. On est là aujourd'hui, et je peux vous assurer que grâce aux nouvelles technologies, on peut faire un bond qualitatif considérable et qui permet de gagner beaucoup de temps sur l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci, docteur Hubert Balik, qui est professeur agrégé spécialisé dans le domaine de la santé. Nous allons donner la parole à M. Moussa Doukré, qui est le président de l'Amicale des Maliens de Montreuil, qui va nous parler de l'apport de la diaspora malienne en France. M. Doukré, vous avez la parole. Merci. Monsieur le consul général du Mali, Madame Peggy Aïssata Maïga, Messieurs les députés, merci pour cette occasion de parler du Mali. Je vais parler de l'apport et de vision de diaspora malienne en matière de développement. Nous, dans cette crise, depuis janvier 2012, on a une vision claire. Quand je donne une vision claire, je parle de diaspora malienne de France. Pour nous, il n'y a pas un Mali nouveau ou un Mali ancien, c'est une seule Mali. On sait que le Mali a été occupé, mais le Mali n'a jamais été divisé. Raison pour laquelle ce combat du Nord, c'était un combat de tous les Maliens de France. Et quand on fait le bilan, la communauté malienne de France s'est mobilisée en termes d'aide financière, en termes de pression politique, en termes de pression sur l'opinion internationale. Puisque de janvier en juin 2012, on a organisé 3 grandes manifestations sur la rue de Paris. On n'a pas été entendu parce que MNLA a fait lobbying international qui a été appuyé par un certain nombre de décideurs politiques européens. Jusqu'en juin 2012, que les communautés maliennes de France ont été reçues par les décideurs politiques de la France. Et c'est à partir de cette date, le nouveau gouvernement de Jean-Marc Ayrault, qui a fait sa politique d'entrée le 3 juillet 2012, qu'il a déclaré sa politique générale, qu'il a parlé du Mali. On a fait plusieurs rencontres à Montreuil, en tout cas, de haut niveau, comme droite comme la gauche, pour dire, faites attention, c'est que ce qui était arrivé à notre pays, puisque c'était un fait collatéral pour nous. S'il n'y avait pas la guerre à la Libye, nous pensons que ce problème va tomber un jour, mais pas en 2012, et surtout les périodes que nous connaissons. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Puisque ces diasporas, c'est l'espoir de nos villages, c'est l'espoir de notre famille et nos familles au village et aux grandes villes du Mali. C'est les mêmes diasporas qui travaillent avec les collectivités locales et les collectivités territoriales. Je prends l'exemple Montreuil que je connais sur les coopérations décentralisées entre les villes de Montreuil et le cercle de Yélimani. Et je pense que c'est la même coopération qui a fait un lien entre Moti et Morpa. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la guerre est terminée. Mais nous, on a une vision de la reconstruction du Mali. C'est ça qui fait que Mali Yanga et d'autres associations partenaires
qui se retrouvent autour de l'amicale des Maliens de Montreuil les mercredis 10 avec les partenaires français et les ministres du Développement international pour voir dans quel sens la diaspora malienne peut se positionner pour la reconstruction du Mali, quel est le rôle qu'on peut jouer pour la reconstruction du Mali. Et ce n'est pas n'importe comment, parce que pour nous, la reconstruction du Mali ne va pas sans ces diasporas. En termes économiques, puisque notre participation au PIB malien, ça va au-delà de 300 milliards de francs CFA. Ça, c'est la contribution, que ce soit indirecte ou informelle, qui est valorisée plus de 300 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, cet État ne pourrait pas construire, même en termes d'intelligence ou en termes intellectuels, sans ces diasporas. Je ne peux pas dire que la communauté malienne, puisque ce mot-là, c'était un mot à part pour moi, parce que quand j'ai dit diaspora, j'ai pensé à nos enfants qui sont nés ici en France, qui sont français, mais à la fois qui ont une racine au niveau du pays. Et ces combats de la reconstruction du Mali, donc, ils ont participé à une dimension qu'on ne peut pas qualifier, autant que nous et aussi bien que les autres. Donc, dans ce sens-là, pour nous, la coopération décentralisée, c'était un fruit de la diaspora malienne. Je me souviens dans les années 80, quand on a quitté chez nous, en tout cas, nous, on était un groupe de jeunes qui est quitté pour aller s'aventurer. À l'époque, si je prends mon village, qui est un village de Tambakara, dont ce gars il est originaire, et il y avait 6 classes qui ont été construites lendemain de l'indépendance du Mali, dans les années 60. Et aujourd'hui, on a des collèges qui ont été pris en charge par les ressortissants de ces villages-là. Il y a plusieurs infrastructures, à savoir les hôpitaux, les dispensaires, qui a donné le cadre de vie, puisque la mortalité infantile est diminuée, je peux dire, à 80%. Les gens mangent à leur faim, à travers le projet agricole ou le projet ou des digues filtrantes qu'on avait mis en place pour soutenir en tout cas les systèmes pâturage agricole ou maraîchage pour les périmètres des femmes dans toutes les zones du Mali. D'où, là où il y a des ressortissants, des migrants, on donne cette expérience à la population malienne. Avec nos partenaires, effectivement, nos partenaires français, puisque au Mali, il y a une centaine de villes françaises qui sont jumelées avec les villes maliennes. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Cette crise a sa conséquence économique. Les conséquences économiques, moi, je viens de la région d'Ikaï. Mais les partenaires du Nord, depuis la crise, personne ne se rendra dans cette localité. Et à plus forte raison, dans la localité du Nord. Et aujourd'hui, toutes les infrastructures qui existent ou qui étaient existées, telles que le point d'eau, 2 minutes, telles que le point d'eau, par exemple, donc, ont été saccagées par ces terroristes. Voilà la raison pour laquelle j'ai quelques propositions par rapport la vision de la reconstruction, telle que l'animation entre les collectivités françaises et les plusieurs collectivités de notre pays. Il faut renforcer l'institution locale, c'est-à-dire les élus locaux. Il faut faire la mise en place d'un espace de débat, concertation nationale, territoriale, ou articulation entre coopération décentralisée et la coopération bilatérale. Voilà ce que je voulais vous proposer. Merci.
Merci, M. Moussa Doucouré, le président de l'Amicale des Maliens de Montreuil. Nous aurons M. Philippe Higon, qui est professeur agrégé en sciences économiques, qui va intervenir sur le thème « Quel levier prioritaire pour relancer l'économie locale des régions nord du Mali ?» Merci. Monsieur le député, Monsieur le consul général, Madame Aïssa et Jacques Péguet, je voudrais tout d'abord dire que je suis très content d'intervenir. Je suis un économiste. Il y a une seule loi qui est valable en économie, c'est celle des rendements décroissants, c'est-à-dire que beaucoup de choses ont déjà été dites et qu'il faut parler court, d'autant plus que l'heure est quand même avancée. Donc j'essayerai d'être court et respecter ce que je dis en rappelant que ce n'est pas à moi, évidemment, de définir un plan régional du Mali du Nord. Ce n'est pas à un étranger de faire ses choix. Et c'est de toute façon un élément où je ne peux que rappeler quelques principes ou quelques éléments d'information. Alors, je rappellerai qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas dissocier la sécurité du développement, ça a déjà été dit. Et on sait bien que d'un côté, le terreau des extrémismes qui séduisent notamment des jeunes sans perspective d'emploi ou sans référence historique à des systèmes de valeurs, que ce terreau se trouve essentiellement dans l'absence d'emploi, dans l'absence de revenus, dans l'impossibilité d'exercer un certain nombre d'activités économiques, et qu'inversement, l'insécurité est un élément qui, évidemment, menace fortement les activités économiques. Et donc, au nord, pour rappeler, Mali, il y a évidemment un certain nombre de handicaps structurels qu'il faut rappeler, qui sont bien connus, l'enclavement, on a parlé de la faible densité de la population par rapport à une très grande distance et donc un problème de contrôle et de coût de contrôle du territoire et de faible économie d'échelle. Il y a des handicaps qui sont d'ordre fragilité des écosystèmes. On ne va pas reprendre de tous les éléments qui spécifient effectivement une région qui est celle du Nord-Mali. Et puis effectivement, à ces handicaps structurels se sont ajoutés un certain nombre de processus récents qui ont été également rappelés. Évidemment, le développement des narco-djihadistes, des mouvements de séparatistes ou des mouvements demandant l'indépendance. Ce qui me semble actuellement un élément également majeur, c'est évidemment le fait que dans une zone qui est relativement peu contrôlée et qui, depuis un certain temps, était peu contrôlée par le pouvoir central et par l'État malien, parce qu'elle n'en avait pas les moyens, parce que l'armée ne jouait pas son rôle, parce que la police ou les services de sécurité n'étaient pas suffisamment présents, il y a eu évidemment développement de tout un ensemble de réseaux mafieux qui concernent les différents trafics. Et il y a eu également des conjonctions entre ces trafics et les militaires ou entre ces trafics et les politiques. Donc, cette question, évidemment, des handicaps du Nord a été relativement aggravée. Et donc, il y a une priorité, c'est vrai, aujourd'hui, à utiliser les potentialités du Nord-Mali pour recréer un tissu économique et social, favoriser une cohésion sociale dont on a parlé, donner également des perspectives à des jeunes. Je rappelle qu'au Mali, enfin c'est pas, je le dis pour les non-maliens, il y a un nombre de jeunes croissants compte tenu de du faible contrôle de la fécondité. Et donc on a des enjeux qui sont évidemment particuliers, qui se sont plutôt aggravés. Ceci étant, en dehors de ces aspects historiques, je crois qu'il faut toujours, mais je n'ai pas le temps de le faire, également savoir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Il y a eu quand même des programmes très importants, bon, je n'ai pas le temps de le développer, mais qui sont des programmes d'investissement et de développement dans la région du Nord, qui ont été réalisés entre 2006 et 2013. Il y a évidemment les expériences de la décentralisation. Il faut donc aussi tirer un certain nombre de leçons
de ce qui s'est passé de manière positive dans la décentralisation. La décentralisation n'est pas nécessairement une avancée de la démocratie locale, elle peut l'être, mais tout dépend du jeu citoyen qui existe au sein des collectivités territoriales. Il peut y avoir également des développements de corruption à des niveaux décentralisés et pas simplement à des niveaux centralisés. Et donc, il faut tirer un bilan, bien entendu, du passé. Alors, ce que je voudrais peut-être dire comme deuxième point, une fois qu'on fait un peu un panorama, c'est qu'on a effectivement un poids économique relativement faible du Nord Mali. On l'estime dans la comptabilité nationale à 5% du PIB. Par contre, le Mali, malgré toutes les difficultés, malgré le fait qu'on a un État extrêmement faible, avec une faible légitimité politique, malgré le fait qu'il y a une insécurité, et dans une économie qui, d'un point de vue macroéconomique, n'est pas du tout en situation catastrophique. Les choses continuent de marcher pour l'essentiel du pays. Et c'est vrai qu'en 2012, il y a eu un certain décrochage de la croissance économique, mais tout laisse à penser, notamment par rapport à des financements extérieurs qui sont en cours, mais par rapport également à des récoltes qui ont été relativement bonnes. La récolte de coton est une des meilleures depuis plusieurs années. La récolte de riz est également très bonne. L'Office du Niger a eu des très bons résultats. Il y a beaucoup d'éléments qui font que l'or reste encore, et pour le meilleur et pour le pire, je reviendrai sur la question, un des éléments majeurs, parce que c'est à peu près 70% aujourd'hui des exportations du Mali, alors qu'avant c'était essentiellement le coton qui était la source d'exportation. Il y a des éléments d'un point de vue macroéconomique qui sont plutôt positifs, même si bien entendu il y a le niveau de départ, la pauvreté dont on a parlé, le taux de mortalité, tous les éléments bien entendu qui font quand même du Mali un des pays effectivement le plus pauvre du monde. Mais il faut savoir à quelle échelle on se situe. Est-ce qu'on raisonne uniquement Nord Mali ou est-ce qu'on raisonne sur l'ensemble du Mali d'un point de vue économique? En ce qui concerne des axes, ce n'est pas à moi de définir les axes développement de l'élevage, reposer sur les pratiques de groupes sociaux qui sont relativement identifiés par des métiers. On a parlé des éleveurs, des nomades et des agriculteurs sédentaires, etc. Il me semble qu'on peut rappeler un certain nombre de principes. Le Mali, et je le fais que le noter, le Mali a des ressources minières importantes ou a des potentialités minières importantes. L'or, je le citais, mais au Nord Mali, il y a des ressources pétrolières, des ressources gazières, il y a des ressources de fer, de manganèse, il y a de l'uranium près de Kidal, il y a donc des ressources. Il y a un débat, on a eu tout à l'heure en aparté un débat avec M. Bourgeot sur cette question. Je ne rentre pas sur la question de l'enjeu des ressources minières comme un élément de conflictualité. C'est une vraie question, mais je ne l'aborde pas, faute de temps. Ce que je peux dire, indépendamment de ce débat, en 10 minutes, je ne peux pas l'aborder, mais ce que je peux dire, c'est que de toute façon, dès lors qu'on a des potentialités minières et pétrolières, il y a un élément central, c'est la manière dont on gère ces ressources. C'est-à-dire dont on ne les budgétise pas au niveau de l'État, parce que ce sont des ressources qui sont généralement suffisamment instables par rapport aux prix internationaux, et donc il y a des gestions intergénérationnelles qui sont possibles, ce que fait le Botswana par exemple pour le diamant, sans parler de la Norvège qui est peut-être un peu éloignée du Mali. Donc la manière dont on gère des ressources, la manière dont les sociétés minières s'intègrent dans le paysage, compensent les nuisances environnementales ou les nuisances sociales et participent de l'amélioration d'un environnement, c'est dans leur intérêt, bien entendu, mais c'est aussi dans la possibilité qu'elles jouent un rôle beaucoup plus de retombée vis-à-vis du pays. Donc dès lors que le Nord dispose de ressources minières et pétrolières ou gazières, c'est indispensable qu'il y ait des règles de redistribution de ces rentes qui se fassent d'un point de vue intergénérationnel dans le temps et qui se fassent également d'un point de vue régional. C'est à mon avis central
pour reconstruire durablement à partir des ressources et avoir les financements dont a besoin évidemment le Nord, c'est-à-dire une amélioration de quoi? Bon, évidemment, d'un désenclavement, il y a un problème sûrement de construction de routes et de voies entre le Nord et le Sud. Il y a évidemment à reconstruire un certain nombre d'activités et de filières. Il y a beaucoup donc d'éléments qui peuvent, entre autres, être financés par, disons, ces ressources, à la condition qu'elles ne se traduisent pas par une extraversion, à défaut éventuellement de participer de la conflictualité. Deuxième élément, et je crois que ça a déjà été dit, je pense qu'il faut impérativement, et je crois que le Mali en a toutes les possibilités, ce n'est pas parce qu'il y a un problème de légitimité politique que l'État ne peut pas fonctionner. L'État peut fonctionner, qu'il y ait des politiques publiques nationales qui aient un rôle redistributif, qui est un rôle évidemment de mise en place des fonctions régaliennes, à commencer par la sécurité, la police, etc., mais aussi l'encadrement de l'éducation et la santé, ce qui ne veut pas dire évidemment que le développement ne passe pas par la pluralité d'opérations d'acteurs qui ont chacun leur propre dynamique. Et donc, il ne s'agit pas d'arriver à une planification centralisée aujourd'hui, qui est tout à fait hors propos, mais d'avoir un cadre à l'intérieur duquel les différents opérateurs peuvent se trouver. Et on l'a déjà rappelé, les ONG, par exemple, peuvent jouer un rôle central, les coopérations décentralisées peuvent jouer un rôle très important, mais il faut évidemment que ça se situe aussi par rapport à une stratégie à long terme et par rapport à des politiques publiques qui me semblent absolument indispensables. Il y a un enjeu qui est très difficile, mais qui n'est pas du ressort du Mali uniquement, c'est la question du contrôle des narco-dollars, le contrôle des trafics de cigarettes, le contrôle des différentes de l'essence, etc., et qui existent. Là, je pense que c'est quand même un enjeu absolument central, puisque c'est quand même la source de financement, globalement, à côté des prises d'otages, des mouvements qu'on a qualifiés tout à l'heure de narco-djihadistes. Et donc, le problème du contrôle des trafics est un problème essentiel. Je terminerai sur la question de l'aide. Par définition... Il vous reste 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Alors, je dirais 3 mots. L'aide, en aucun cas, ne peut se substituer aux acteurs et donc elle ne peut qu'appuyer des dynamiques endogènes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas jouer un rôle. L'aide, on l'a rappelé, prioritairement dans le cas du Mali, elle doit provenir des migrants et des diasporas maliennes. Il y a 100 000 Maliens en France, il y en a 4 millions, je crois, dans le monde. Il y a les capacités à la fois financières, intellectuelles, etc., d'appuyer des projets de partenariat, de faire ce qu'on appelle le co-développement. C'est un terme que je n'aime pas beaucoup parce qu'il a été un peu dévoyé, à mon avis, il y a peu de temps, en le confondant avec une question migratoire. Mais il n'empêche qu'on peut faire du co-développement, notamment grâce au rôle des diasporas, et on pourrait prendre beaucoup d'exemples. Deuxièmement, l'aide, évidemment, publique, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, doit jouer un rôle important. On ne peut qu'être frappé. Je vous donne le chiffre, par exemple, l'AFD en 2011 avait simplement 8,5 millions d'euros d'aide au Mali, ce qui est quand même particulièrement faible. Il y a un projet actuellement français qui serait de faire passer l'aide à 150 millions, et l'aide française et l'aide européenne à 200 millions d'euros. Je pense que l'aide elle est indispensable par rapport à des enjeux d'infrastructure, à des enjeux d'assainissement de l'eau, à des enjeux d'accès à l'électricité, et il faut évidemment cette aide. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'aide en reconstruction d'après-guerre peut avoir des effets très pervers. Et je pense qu'il ne faut en aucun cas que se reproduise au Mali ce qui s'est passé en Afghanistan, où de fait l'aide qui a été distribuée n'a fait qu'alimenter des circuits de corruption au sein de l'appareil d'État afghan. Donc il y a un problème majeur de relancer l'aide, mais en même temps,
que cette aide soit contrôlée par des citoyens. Il y a également, mais on en a déjà parlé, évidemment le rôle des ONG, les ONG, la coopération décentralisée a un rôle absolument central. Je crois qu'il y a une commune sur 5 au Mali qui a des accords de jumelage avec des communes en France. Il y a une expérience de la coopération décentralisée, c'est quelque chose qu'il faut évidemment utiliser au maximum. Je pense que les actions de type Action Mopti sont exemplaires parmi l'ensemble des actions. Le seul point qui demeure toujours, c'est qu'il faut évidemment qu'elles se situent aussi, qu'elles soient dynamiques, qu'elles aient leur propre dynamique, parce que c'est souvent lié à des personnalités qui investissent, etc. Mais il faut également qu'elles se placent évidemment dans un cadre de cohérence. Et là, on revient à la problème de la cohésion sociale du Mali et de la reconstruction véritablement d'un vouloir-vivre collectif. Merci, M. Philippe Higon, qui est professeur agrégé spécialisé dans le domaine de l'économie. Nous allons donner la parole à M. Jacques Pégué, qui est docteur pédiatre, qui est le président de l'ONG Action Mopti, une ONG qui intervient dans la région du Mopti depuis 25 ans. Il va intervenir sur le thème « Quel rôle peuvent jouer les ONG dans les processus de reconstruction des régions du nord du Mali ?» Monsieur Pégué. Merci, Monsieur le Consul général du Mali, Monsieur le député, Monsieur le conseiller général. Madame Maïga Pégué, Mesdames, Messieurs, donc je dois parler du rôle des ONG, en particulier de la reconstruction du Mali. La reconquête militaire du septentrion malien restaure l'unité du pays et constitue l'étape préalable à la reconstruction du nord du Mali. Les populations ont été privées de liberté et soumises à toutes les exactions. Elles doivent, dans des délais les plus courts possibles, voir leur vie s'améliorer. Plusieurs problèmes, celui de la sécurité et du retour des populations, du retour de l'administration, de l'accès à l'électricité et à l'eau, de la préparation de la saison agricole et de la rentrée scolaire. Ce sont des urgences. Dans le cadre des objectifs et des moyens mobilisés, les ONG occupent une place de choix. Nous nous interrogerons sur les effets positifs et les défauts prêtés aux ONG, ça sera une première partie, puis nous essaierons de montrer la place des ONG dans la reconstruction du Mali et de décrire la contribution possible d'une ONG, j'ai pris au hasard Action Mopti, à cette reconstruction. Donc, les effets des ONG. Elles sont apparues au Mali en grand nombre à partir de 1973, suite à la grande sécheresse qui a eu lieu dans ce pays. Et elles se sont amplifiées au moment du processus démocratique de 1991. Le Mali compte sur son territoire plus de 2000 ONG. Beaucoup ne sont pas fonctionnelles. Il y a un besoin de structurer ces ONG et différents mouvements collectifs tels que le FECONG, créé en 2003, recoupe 15 collectifs composés de 600 ONG. Les effets positifs des ONG, qu'on peut résumer ainsi, elles constituent un appui à la société civile malienne, elles constituent une meilleure expression des besoins fondamentaux de cette société civile à travers des projets relatifs au développement local. Et deuxième point, dans le cadre de la décentralisation, début des années 2000, nombre d'ONG œuvrent au renforcement des capacités des élus locaux en vue d'améliorer la gouvernance, par exemple par l'élaboration de plans de développement communaux, formation de gestion administrative, financière ou dans la conduite des projets. Les ONG drainent un salariat non négligeable d'employés de cadres maliens dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'eau, hygiène, assainissement. Par contre, elles privent l'État malien et l'administration de ses compétences. En somme, les différents rôles joués par les ONG ont pour effet d'atténuer les tensions sociales nourries par de nombreux besoins non satisfaits. Effet soupape. Effet négatif, eh bien, il y a d'abord un manque de coordination entre ces ONG, qu'on essaye de corriger, une répartition très inégale dans le pays, et surtout, on reproche aux ONG un assistanat et une déresponsabilisation des populations. La reconstruction du Mali, deuxième partie.
L'intervention française, aidée par l'armée malienne, la force tchadienne et les soldats de la MISMA, constitue bien entendu un préalable à cette reconstruction. Comme l'ont rappelé plusieurs responsables, il n'y a pas de sécurité sans développement et pas de développement sans sécurité. Des fonds pour le développement vont être débloqués. Aide publique au développement qui est repartie, aide bilatérale de la France, sommes allouées à l'Agence française de développement, aide de la communauté internationale, mobilisation financière de la diaspora malienne. Une conférence des donateurs est prévue à cet effet le 15 mai à Bruxelles et qui succédera à une rencontre des ONG à Bamako le 25 avril. La reconstruction du Nord passe par plusieurs étapes. Premièrement, le retour à la légitimité des institutions. La direction bicéphale actuelle du pays ne peut plus durer. L'armée doit se reconstruire et se soumettre au gouvernement légal. La sécurité dans le Nord est indispensable. Le retrait des troupes françaises ne doit pas être trop rapide, car beaucoup de narco-salafistes se sont fondus dans la population, prêts à revenir. Enfin, le dialogue avec toutes les parties doit être institué au plus vite, en n'oubliant pas les responsabilités de chacun, et je pense plus précisément au MNLA dans ce cas. Rôle des ONG dans la reconstruction du Mali. S'il faut reconstruire le nord du Mali, le sud reste à construire. Et je rappelle que le Mali se situe parmi les pays les plus pauvres du monde, 175e sur 187 à l'indice de développement humain du PNUD. Proches de la société civile, les ONG, fortes de leur expérience et de leur technicité, de leur grande connaissance du terrain, en collaboration avec les collectivités locales et les services de l'État, sont au premier plan de la reconstruction. Elles doivent appuyer les collectivités locales dans le cadre du retour des déplacés et des réfugiés, renforcer la solidarité nationale, importance du volet communication, avec les multiples supports que l'on connaît, radio, théâtre, griots, animation de réunions. Le renforcement d'une autorité locale forte et des capacités de l'État constitue un préalable à toute action. 2 mots sur le rôle d'Action Mopti, partenaire de la reconstruction. L'équipe de terrain d'Action Mopti est forte de 45 collaborateurs et durant toute cette période d'urgence, elle a su continuer la mise en place de son programme sans sacrifier sa stratégie. Les besoins en services sociaux de base se sont amplifiés à la suite de l'afflux des réfugiés dans la ville de Mopti. Dans l'accompagnement des populations, Action Mopti a joué un rôle dans le don de médicaments aux réfugiés et appui aux 2700 enfants réfugiés scolarisés avec apport de tables, de matériel scolaire et d'aide alimentaire. Par ailleurs, Action Mopti a poursuivi son programme triennal dont le terme interviendra fin 2013. Quelques mots du programme des objectifs d'Action Mopti. Il s'agit de renforcer les capacités d'administration et la bonne gouvernance des collectivités partenaires afin de générer une dynamique de développement territorial durable. Cela passe par la mise en œuvre d'activités permettant aux populations d'avoir accès aux services sociaux de base. Action Mopti travaille dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'hydraulique et de l'hygiène en particulier. On accompagne également les femmes dans des projets de microfinance, périmètre maraîcher, décortiqueuse, petite production commerciale, construction de puits et de latrines dans un grand nombre de villages, également un programme de lutte contre le paludisme, contre la mortalité des enfants, et un programme de soutien au service de pédiatrie du nouvel hôpital de Mopti par l'hôpital Robert Debré à Paris. Je conclurai en parlant du Mali. Le Mali est dans une situation difficile, mais qui fait partie de l'histoire du Mali. Souvenons-nous des glorieux empires qui se sont succédés au cours des siècles, l'empire du Ghana, du Mali, l'empire Songhai. De la charte du Mandé, qui, en 1922, avait énoncé les principes fondamentaux de la démocratie et des droits humains, après la Grèce antique et bien avant le siècle des Lumières. La charte déclare que toute vie est une vie,
Tout tort causé à une vie exige réparation. La faim n'est pas une bonne chose, l'esclavage non plus. Chacun dispose désormais de sa personne. Chacun est libre de ses actes dans le respect des interdits par la loi de sa patrie. Je citerai la tradition du cousinage, plaisanterie entre les ethnies et des grains, où les personnes d'une même classe d'âge se retrouvent, quelle que soit leur origine et leur milieu social. J'insisterai sur la richesse culturelle du Mali qui a conquis le monde entier. Amadou Hampâté-Bâ, l'écrivain Peul, dont la citation est inscrite sur le fronton de l'UNESCO, en Afrique, lorsqu'une bibliothèque brûle, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je citerai également la musique, Oumou Sangaré, Salif Keita, Ali Fakra Touré et bien d'autres. Deux petits faits récents pour conclure, pour terminer. L'un va enfin dans le sens de la justice. On a réarrêté Baba Ould Cheikh il y a 2 jours. C'est le maire de Tarkint, dans la région de Gao. C'est un homme d'affaires et trafiquant notoire, intermédiaire pour la libération d'otages et ami du Mujao. Donc la justice malienne, qui n'est pas très voyante, va peut-être se manifester. Et l'autre montre que le Mali s'inscrit aussi dans la modernité et peut même la devancer. Des sources d'hydrogène ont été découvertes dans le monde. C'est une énergie d'avenir et peut-être le début d'une révolution énergétique. Un puits de gaz à hydrogène, qui comporte 98% d'hydrogène, a été découvert à Bouraké-Bougou, près de Bamako. Et on a alimenté avec cet hydrogène un groupe électrogène. Donc le Mali est un pays d'avenir. Merci beaucoup. Merci, Dr Jacques Pégué. Monsieur Séga Doucouré, le représentant des Maliens de l'extérieur au Conseil économique et social et culturel du Mali. Monsieur Doucouré, vous avez la parole. Merci. Monsieur le consul général, mesdames et messieurs, en vos rangs qualité et qualité, chers invités, je voudrais d'abord avoir un mot pour Madame Pégué Aïssata Maïga, pour son activité au sein de la diaspora, mais pour son engagement aussi dans les circonstances que nous connaissons au niveau de notre pays, le Mali. Il ne m'étonne pas, moi, connaissant Aïssata et ce qu'elle fait, qu'elle organise avec son époux et l'association Mali Yanga, ce genre d'événement dans une ville comme le consul général l'a dit tout à l'heure, qui a des activités de coopération et d'amitié avec Mopti. Il me plaît particulièrement de prendre la parole ici cet après-midi sur le thème paix et développement au Mali. 2 thèmes majeurs quand on prend la situation de notre pays, compte tenu des problèmes que traverse ce pays. Nous avons forcément besoin, pour le développement, nous avons besoin de la paix. Donc, 2 thématiques complètement liées et indispensables pour créer les conditions d'une nation, d'une démocratie et, à la fin, les conditions d'un développement harmonieux. Donc, l'animateur l'a dit tout à l'heure, je suis Séga Doucouré, je suis membre du Conseil économique, social et culturel du Mali, représentant la diaspora pour les zones Asie, Europe et Amérique. Mais ce qui me plaît beaucoup plus, le drapeau qui me plaît le plus pour me présenter, c'est l'association que j'anime depuis plus de 20 ans, qui est CSD, Coopération, Solidarité et Développement, qui œuvre maintenant dans les domaines de la santé, l'éducation et l'eau. Et l'une de nos plus grandes fiertés, qui restera dans les annales, c'est la réalisation des 2 structures de santé. Le premier, c'est l'hôpital de lutte contre la drépanocytose au Point G, dont j'ai porté le dossier depuis le début jusqu'à la fin. La conception, les recherches de financement, la réalisation par la Fondation Fabre et le Conseil général de Haute-Seine. La deuxième, c'est celui de Banka Samopti. J'ai eu le plaisir de travailler à l'époque
avec l'actuel, enfin l'ex-premier ministre, qui avait à ses côtés le docteur Balik, à savoir l'ancien ministre de la Santé, Modibo Sidibé. Ok, merci M. Segadouké. Nous n'aurons pas le temps nécessaire d'échanger avec le public parce que nous avons commencé avec 1h30 de retard pour permettre l'exécution du reste du programme. Donc, je vais donner le mot de clôture à M. le maire adjoint de Morpa, M. Hervé Muclo. Nous sommes franchement désolés des impératifs, si j'ose dire, chronologiques, puisqu'il y a un spectacle, comme vous le savez, avec Vieux Farka Touré, qui a fait le déplacement exprès à Morpa du Mali ou d'ailleurs, pour venir un petit peu exprimer sa joie de chanter devant vous et devant les personnes qui attendent là-bas. Bon, c'est toujours des décisions un peu difficiles à prendre parce que c'était passionnant. Il faudrait passer une soirée un peu plus longue autour des personnes qui sont invitées ici, qui sont tous de marque et qui connaissent de quoi ils parlent. En tout cas, moi, je voudrais remercier ici Madame Maïga, qui se trouve à ma droite. Non, je ne sais pas où elle est. Parce qu'elle a organisé ça avec tout son cœur, avec toute sa foi, avec toute sa ferveur. C'était difficile à organiser. On était parfois en contradiction, mais on a réussi à faire quelque chose, mais ça va continuer. Je remercie aussi M. Péguet, qui est ici présent, qui, comme vous le voyez, a pris la nationalité malienne. Ça ne se voit pas comme ça sur son visage, mais il est aussi malien, donc je le signale. Et ça prouve les convictions qu'il porte. Je remercie toutes les personnes qui ont fait le déplacement. Je les invite à rester au concert, bien sûr. Monsieur le consul général, merci d'être là, qui a présenté quand même le Mali. Monsieur Van, j'espère que vous porterez la bonne parole au Conseil général pour financer des actions. Et Monsieur Mallet, que je vois à droite, fera de même au niveau de l'Assemblée nationale française. Au nom du maire de Morpa, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à peut-être non pas sortir de l'espace Camus, mais de la salle pour laisser simplement les techniciens préparer la scène. Un député malien qui est là, on va en parler. Ah, mais ça, je vais vous dire non parce que je ne voudrais pas dire d'impair. Simplement, je voudrais dire une chose. Moi, je remercie spécialement la salle Camus de vous avoir accueilli, d'accueillir un petit peu la soirée de ce soir qui est un petit peu particulière parce que le Mali est quand même dans une situation particulière et que nous, à Morpa, nous avons une coopération forte avec le Mali, comme vous le savez, et notamment le siège d'Action Mopti qui se trouve au vieux village de Morpa. Et deuxième chose, je remercie beaucoup le service culturel qui s'y est beaucoup investi aussi. Et je trouve que ce genre de coopération, ça s'incarne un petit peu à Camus d'une manière vivante, humaine, et c'est quand même sacrément intéressant. Merci en tout cas d'être venu.
ila de kuma be na fo bare wasalonga yango ko kuma ni che waju kuno ine wati ne na fo do so de ayin kulo do di nimma do so mi mana kulo ni so so o yin kulo do di nimma ne so ni kulo ni so ro cha bro ni ndumande muso kulo la furu be bre afa furu be goya dugu kulo le du di che dugu no ndumande mo kulo le ko kenyonye afa ko no me goya jamana kulo le jamana di che jamana odumande dugu sile nyo so fola afa dugu be dia sini maye nyo so fola che sini ya mandi de kani nyo so fola afa kini be dia jamana sile nyo so fola che jamana o mandi de